On reprend? OK. Alors, on était en train d'essayer d'obtenir une base particulière de l'espace vectoriel TPM. Maintenant qu'on sait que TPM muni de l'addition des fonctions ordinaires et de la multiplication par un scalaire réel ordinaire dans un espace de fonctions, on a vu que ça, c'était bien espace vectoriel. Et on a trouvé, dès lors qu'on se donne une carte, UX, autour du point P, bien sûr, P est dans U, on a vu des vitesses particulières qui sont les vitesses des courbes coordonnées. Vitesse de la courbe IM coordonnée. On a vu que c'était en fait l'opérateur différentiel D sur DXI, au point P bien sûr. Hein, vous vous rappelez qu'une vitesse prend une fonction et donne un nombre, et bien, c'est un opérateur différentiel. Et donc la vitesse de la courbe IM coordonnée, c'est précisément cet opérateur-là qui prend une fonction et qui donne sa dérivée quand la IM coordonnée varie et qu'elle est seule à varier. Maintenant, pour une courbe générale, donc ce qu'on veut montrer, c'est qu'en fait, l'ensemble de ces vitesses-là forment une base de l'espace vectoriel TPM, l'espace vectoriel tangent. Donc on va prendre n'importe quelle vitesse et on va voir qu'elle s'écrit comme une combinaison linéaire de ces objets-là. C'est ça, une base. Alors, prenons une courbe quelconque, gamma, de I dans M, qui à lambda donne gamma de lambda, qui est dans M, donc tel que gamma de lambda 0 égale P, par exemple. Alors, comment on va écrire la vitesse? Alors, on va essayer d'exprimer la vitesse de gamma au point P comme une combinaison linéaire de ces vitesses-là. Alors, comment faire ça? Évidemment, là, ce sont des courbes coordonnées, ça dépend du système de coordonnées choisi. Hein, si je prends une autre carte, je vais avoir d'autres courbes coordonnées qui vont me donner d'autres vitesses, évidemment. Mais donc, je vais me servir de cette carte-là. Alors, je vous rappelle la définition. La vitesse de gamma et de P, c'est une application de C infini de M dans R qui, à toute fonction, attribue en fait, la dérivée de la fonction f rond gamma au point, au paramètre lambda 0 pour lequel la fonction atteint le point P. Et donc, tout ça est parfaitement clair puisque ceci est une fonction de R dans R, elle a une dérivée, donc une fonction d'une seule variable dans la variable réelle, sa dérivée est ce qu'elle est, tout ça est très simple. Mais je vais me servir maintenant de la carte, donc je vais descendre dans la carte X, et c'est toujours la même chose qu'on fait, c'est qu'on va introduire, donc j'ai une courbe, je descends par la carte X dans Rn, ici au point P, la courbe, voilà, paramètre lambda 0, on atteint le point P, c'est toujours pareil, on va introduire là-dedans la descente et la remontée de la carte, donc ceci n'est rien d'autre que f rond x-1 rond x rond gamma, prime, toujours en lambda 0. Hein, donc on introduit l'identité, hein, c'est vraiment toujours pareil. L'idée c'est que dès qu'on est sur donc gamma va du paramètre sur la variété, donc on est dans la variété, on ne sait pas trop quoi faire dans la variété, on descend dans une carte, on remonte dans la variété, et parce que f est une fonction définie sur la variété. Donc c'est toujours la même procédure. Et là, j'utilise la chain rule, encore une fois, c'est vraiment toujours la même chose. Et donc ça donne la somme pour i égale 1 à n, de quoi? Donc ça, en fait, c'est une fonction
de R dans Rn. Ça, c'est une fonction de Rn dans R. Chain rule standard. J'ai donc la dérivée de ça par rapport à la im variable. Il y en a n, donc di de f rond x moins 1. Où ça? Eh bien, en x rond gamma de lambda 0, c'est-à-dire en x de p. C'est-à-dire x rond gamma de lambda 0, d'accord, fois la dérivée de la im composante de ça, donc, fois la dérivée de la im composante de ça, c'est-à-dire xi rond gamma, par rapport à quoi? Par rapport à lambda, ça dépend juste d'une variable, et c'est en lambda égale lambda 0. Donc c'est vraiment ça, il faut que vous puissiez faire ça de façon routinière. C'est la chain rule standard. Vous avez deux fonctions, une de R dans Rn, l'autre de Rn dans R, et vous la dérivez, voilà, ça donne ça. OK. Eh bien, maintenant ça, vous voyez que, je vais le réécrire comme ça, c'est la somme de i égale 1 à n, donc de xi rond gamma prime en lambda 0, je réécris, fois, et là, vous reconnaissez quoi? La dérivée de f rond x moins 1 par rapport à la im slot, en fait, c'est ce qu'on a appelé df sur dxi. En fait, f ne dépend pas de x, mais f rond x moins 1 en dépend, f dépend de la fonction, mais voilà, justement, on était descendu dans la carte. Donc ça, c'est le symbole dont on parlait. Et donc ici, on peut écrire ceci fois d sur dxi de f. Voilà. Au point x de p. Voilà. Eh bien, c'est tout. Vous voyez donc que v gamma p de f est égal à un certain... Alors, si je sors f là, ici, la dérivée de f, vous voyez que vous avez v gamma p qui est égal à ça. Et donc, vous voyez immédiatement que la vitesse s'écrit comme une combinaison linéaire. Ça, c'est des nombres. C'est les dérivés de xi rond gamma. Bon, oui, évidemment, ça dépend de la courbe. C'est la vitesse de la courbe gamma. Et c'est sa vitesse. Donc, c'est les coordonnées de la vitesse dans le vu dans la carte x. Donc, je vais réécrire ici. Finalement, V gamma P est égal. Alors, ça, on peut vouloir lui donner un nom un peu plus simple. Souvent, on peut écrire que ceci est gamma I point. D'accord? Je vais l'écrire comme ça. Gamma point I. Alors, c'est un gamma point dans la carte X fois d sur dxi au point P. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Et ça, évidemment, c'est V, c'est le xi qu'on a défini tout à l'heure au point P. Donc on a bien V de n'importe quelle courbe. Ah, pardon, j'ai oublié la somme, parce qu'on les retirera par la suite, mais je le laisse pour l'instant. On a l'expression de la vitesse de n'importe quelle courbe, gamma, comme une combinaison linéaire des vitesses des courbes coordonnées, c'est-à-dire des vecteurs d sur dxi ici. Alors, ça nous dit que l'ensemble des d sur dxi est une famille génératrice. N'importe quel vecteur peut être exprimé comme une combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Ça ne nous dit pas encore que c'est une base, il faut encore montrer qu'elle est libre, cette famille. C'est-à-dire que si vous avez une combinaison linéaire de ces objets-là qui est nulle, alors c'est le vecteur nul. D'accord? Et ça, c'est très simple. Donc là, la conclusion, c'est l'ensemble des d sur dxi au point P
est une famille libre pardon, est une famille génératrice, pardon. Et maintenant, on va montrer qu'elle est libre. Montrons qu'elle est libre. Donc, supposons qu'on a somme des alpha i d sur dxi égale 0. Alors, égale 0 en tant que fonction. Ça, c'est une fonction. C'est la fonction nulle de, si on veut être un peu précis, de l'ensemble des homomorphismes de C infini de M dans R. Donc, c'est la fonction qui, à n'importe quelle fonction, attribue le nombre 0. D'accord ? N'importe quelle fonction lisse sur la variété attribue le nombre 0. Hein. Donc, c'est la vitesse nulle. N'importe quelle fonction donne 0 parce que si on a une vitesse nulle, on ne bouge pas. Et donc, toute fonction, enfin, aucune fonction ne bouge si je ne bouge pas. C'est ça, juste la valeur de la fonction. Hein. Donc, c'est bien la vitesse nulle. Donc, je suppose que j'ai une combinaison linéaire de ces objets-là qui est la fonction nulle, donc qui est la vitesse nulle. Et je veux montrer que tous les coefficients sont nuls. Eh bien, allons-y. C'est très simple. Je vais appliquer ça à des fonctions particulières, auxquelles, aux fonctions coordonnées. Donc, soit la fonction... Je vais la noter qui i définie donc de m dans R, hein, c'est une fonction C infini de m qui a un point P, alors pas le même P, un point Q, donne xi de Q. OK ? Alors, je vais changer l'indice, je vais mettre xk. Xk de Q. Peu importe, d'accord ? Eh bien, ça, c'est la fonction nulle. Donc, je dois avoir somme sur i des alpha i d sur dxi au point P. Pour n'importe quelle fonction, ça doit donner 0. En particulier, pour cette fonction, ça doit donner 0. Donc, appliqué à la fonction qui, la km. Et ça, c'est somme sur i des alpha i des ronds i de kk rond xi moins 1. D'accord ? Par la définition du symbole d sur des qui ne dépend pas en réalité de x, il dépend du point, mais il dépend des coordonnées via la carte. Donc ça donne ça. Et donc ça, c'est là, pour le coup, c'est donc somme sur i des alpha i, au sens de... Ça c'est une fonction de Rn dans R, qui a un n tuplet de nombres, les coordonnées du point, donnent la kème coordonnée. Donc ça, c'est strictement parlant, au sens de l'analyse réelle ordinaire, des ronds xk sur des ronds xi. C'est la dérivée par rapport à la im composante. Et donc là c'est pas le symbole tel qu'on l'a redéfini, c'est vraiment la fonction xk qui dépend
la coordonnée x car, enfin bon, c'est ça, voilà. Et ça, c'est delta ki. Et donc, c'est alpha k. OK. Or, ceci doit être égal à 0, puisque la combinaison linéaire est nulle. Donc, ceci est égal à 0. Vous faites ça pour tous les cas. Et vous voyez que donc, si somme des machins est 1, alors, quel que soit i, alpha i égale 0. Donc, l'ensemble des fonctions vitesse d sur dxi au point P est libre. Et donc, c'est une base. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Toutes les courbes lisses qu'on peut tracer sur la variété ont une certaine vitesse, qui correspond à une dérivée directionnelle dans la direction où on se déplace. En particulier, les courbes coordonnées ont une vitesse qu'on a calculée, qui est ça. Donc ça, c'est la vitesse de la courbe coordonnée, la ième courbe coordonnée. Et ce qu'on voit, c'est que n'importe quelle courbe a sa vitesse qui s'exprime comme une combinaison linéaire de ça. Et donc c'est bien une famille génératrice. En plus, elle est libre, donc c'est une base. Et donc à chaque système de coordonnées autour d'un point est associée une base particulière, la base induite par la carte. Et cette base, c'est l'ensemble des... C'est ça, c'est l'ensemble des... Voilà, pour i égale 1 à n. Oui? Vous ne pouvez pas dire, juste que comme c'est une famille génératrice et que le cardinal, c'est égal au cardinal de l'ensemble, c'est une base. Mais en fait, vous pourriez, si vous saviez déjà que l'espace tangent est de dimension n. Mais précisément, c'est ça qui le montre. Maintenant que j'ai trouvé une base et que manifestement elle a n éléments, je peux dire que, c'est la conclusion suivante de ça, effectivement, c'est l'espace vectoriel TPM est de dimension n. Dim de TPM égale n. Autrement dit, dim de TPM égale dim de m. Mais vous ne pouviez pas le supposer. D'accord ? Donc maintenant, effectivement, si vous trouvez une autre famille génératrice qui a n éléments, vous pouvez dire c'est une base. Je suis d'accord, là, il n'y aura plus besoin de montrer qu'elle est libre. Mais on n'avait pas encore établi, et c'est ça qui l'établit, que TPM est bien de la même dimension que l'espace, que la variété. Mais vous voyez que c'est des dimensions qui n'ont rien à voir. Ça, c'est la dimension d'un espace vectoriel, et ça, c'est la dimension de la variété, topologique. Hein, donc ce dim-là, c'est le n du Rn auquel ressemble la variété localement partout. Tandis que ça, c'est la dimension d'un espace vectoriel. C'est des deux dimensions qui n'ont rien à voir a priori. Il se trouve que ce sont les mêmes, comme on vient de le montrer. Alors ça correspond bien sûr à notre intuition que si vous avez un espace, par exemple, de dimension 2, et que vous essayez de vous représenter un plan tangent, il est aussi de dimension 2. Il y a autant de directions que de coordonnées localement. C'est bien, donc cette notion de direction, enfin, disons, attribuer, enfin, parler de dimension d'un espace, quand on dit l'espace est à 3 dimensions, ça veut dire quoi? Il y a deux façons, il y a deux choses. Ça veut dire qu'on peut repérer chaque point par 3 coordonnées, ou ça peut vouloir dire qu'en chaque point, on peut aller dans 3 directions indépendantes, et que toutes les autres sont des combinaisons linéaires de ça. Eh bien, cette évidence, il a fallu tout ça pour l'établir. C'est-à-dire, dire que chaque point est repéré par 3 coordonnées, ça, c'est dire que l'espace est de dimension 3 topologique. C'est une variété de dimension 3 topologique, 3 coordonnées. Dire maintenant qu'en un point, il y a 3 je peux aller dans 3 directions indépendantes, ça, c'est des directions d'un espace vectoriel. Et ça, c'est une dimension algébrique. Rien à voir.
Mais c'est la même, et c'est tellement évident pour nous tous, parce on a habitué à ça, qu'on n'a jamais vraiment réalisé que dire j'ai 3 coordonnées ou j'ai 3 directions indépendantes, c'était pas du tout la même chose. C'est pas la même notion, enfin, bon, bref. Ok, eh ben c'est super, on a donc une base induite par une carte. Alors, à ce stade, j'ai prévu de faire une annexe sur l'algèbre multilinéaire, parce que ça va être important. Donc je pense qu'on peut commencer ça. On peut commencer ça. Alors, c'est bon? Plus de questions là-dessus? Ok. Si, quand même. Dernier point, en réponse à une question qui m'a été posée aussi, mais de toute façon c'est important de le dire là. Donc, je réécris la vitesse de gamma au point P, on a vu que c'était une somme de, donc sur I, égale 1 à n, alors ce que j'avais noté, gamma I, point, donc point, comme on fait souvent quand c'est dérivé par rapport au temps, enfin c'est dérivé par rapport au paramètre, ce gamma I, ce qu'on appelle gamma I ici, ce n'est rien d'autre que x rond gamma, IM composante, prime. Hein, d'accord, c'était comme ça qu'on avait fait. D sur dxi. Voilà. Ça, alors évidemment, il va falloir s'habituer à dire soit la vitesse d sur dxi. Oui, c'est une vitesse. D sur dxi, c'est une vitesse. C'est un opérateur différentiel. En quoi c'est relié à une vitesse au sens ordinaire? Alors, la vitesse au sens ordinaire, c'est ça, mais bien sûr, ça, c'est interdit. R, il n'y a pas de R, il n'y a pas de structure vectorielle dans l'espace, il n'y a pas de différence de position, etc. Donc ça n'a pas de sens. Mais néanmoins, on aimerait bien essayer de voir que cette vitesse-là, elle n'est pas complètement indépendante de ça. Alors, on reconnaît qu'il y a bien une dérivée. On a compris, dans toute l'introduction qu'on a faite, que cette chose-là, dire comment les fonctions varient quand on se déplace, il y a bien une notion de direction, il y a bien une notion aussi d'intensité de la vitesse, c'est-à-dire à quelle vitesse on se déplace. Plus on se déplace vite, plus les fonctions vont varier vite quand on suit le mouvement. Donc, on sent bien qu'il y a tous les ingrédients réunis là-dedans et qu'on a réussi à éviter le recours à R. Et est-ce qu'on ne peut pas voir un peu plus la connexion? Alors, pour voir la connexion un peu plus, pensez justement à ce que c'est qu'une dérivée directionnelle quand vous avez une fonction f définie sur la variété et que vous voulez écrire, avant d'avoir fait de la géométrie différentielle, juste comme on ferait dans l'espace ordinaire, comment varie f quand on se déplace. Eh bien, vous savez bien que vous allez avoir df le long, enfin, quand vous vous déplacez, vous allez écrire v scalaire nabla f. D'accord? Hein, si vous voulez, vous avez df, par définition du gradient en physique ordinaire, c'est ça. D'accord? Et donc, vous avez df sur dt qui vaut grade de f dr sur dt. D'accord? Et ça, c'est magnifique. Parce que dr sur dt, c'est v. Donc c'est ça la dérivée directionnelle quand vous vous déplacez dans une certaine direction. Donc vous avez... Oui, c'est ça. Donc vous avez bien... Enfin, ça, c'est ça, quoi. Hein, d'accord? Vous avez grade de f scalaire v ou v scalaire nabla f. Je réécris comme ça. Et puis là, vous dites, vous avez les coordonnées. Alors si vous vous mettez dans un... Ça, c'est de toute façon tout à fait abstraite. Il n'y a pas de coordonnées, ça ne dépend pas du choix du système de coordonnées. C'est une relation vectorielle, enfin, produit scalaire de deux vecteurs si vous voulez. Et donc, mais vous pouvez l'écrire,
Ça, c'est V1 d sur dx1 plus V2 d sur dx2 plus V3 d sur dx3 de f. Ben, vous voyez que ceci, en fait, c'est même ce V, c'est R point en fait. Donc vous avez xi point d sur dxi de f. Ben, c'est ça en fait. Vous voyez, pour de i égale 1 à n si vous êtes à n dimensions. Donc vous voyez qu'en fait, donc, ça appliqué à une fonction f, c'est ça appliqué à une fonction f, et effectivement, la dérivée directionnelle de la fonction f, quand vous allez le long d'une courbe avec, enfin, dans une certaine direction avec une certaine vitesse, c'est ça, et bien c'est exactement ce que vous avez là, où ce xi point, c'est dans la carte, dans le système de coordonnées, comment varie enfin, la dérivée des coordonnées, pas la dérivée de la position, la dérivée des coordonnées de la position. Mais on oublie, parce que pour nous, c'est pareil. Donc ça, c'est ce qu'on a toujours l'habitude de faire. Et là, c'est ce qu'on fait maintenant. Ben, vous voyez que c'est exactement pareil, en fait. Avec ici, effectivement, les coordonnées de la position. La ième coordonnée de la position, donc lambda, on se balade sur la courbe, et on regarde les coordonnées de là où on est, on prend la ième coordonnée et on la dérive. C'est exactement ça. C'est très exactement ça. Donc, la vitesse qu'on a construite comme ça, c'est la vitesse dont on parle depuis le début, sauf que on a court-circuité le passage par R ici, on a directement accès à la manière dont la vitesse agit sur la fonction, et elle agit exactement comme était définie la dérivée directionnelle. Donc cette vitesse-là capture bien la notion de direction et de vitesse. Encore, si vous faites un reparamétrage de ça, vous pouvez faire un reparamétrage temporel ici. Si vous mesurez non pas en par seconde, mais en par heure, bah, ça va être 3600 fois plus petit. Bah, ça va être pareil ici. Hein, donc c'est vraiment la même chose. Donc c'est vraiment un changement. C'est-à-dire, ce df sur dt, là, ça, là, la dérivée dans la direction de v, en fait. Hein. Ça, le problème de ça, c'est qu'ici, dans l'approche habituelle, il y a un dr sur dt, ce qui ne veut rien dire, et ici, il y a un produit scalaire qui n'est pas défini sur la variété, en tout cas pas pour l'instant, et puis certainement pas entre vecteur position, mais c'est tout ce truc-là maintenant qu'on appelle vitesse, en fait. Donc on intègre à la définition de la vitesse la dérivation, ce qui fait qu'on n'a pas non plus besoin, on élimine le problème du vecteur d'espace et le problème du produit scalaire. C'est directement tout ça la vitesse, c'est tout ça. C'est-à-dire tout ça, c'est, voilà, enfin, si on oublie le F, c'est tout ça la vitesse. Alors, attends, il y avait une question d'abord. Ouais. Quand on écrit df sur dt, est-ce qu'il y a aussi un dérivé partiel de f par rapport au temps? En mécanique des fluides, on a plus dérivé partiel de f par rapport au temps. Oh non, pas ici. Ici, oui, parce qu'effectivement, là, je regarde la variation de f du fait que je me déplace. Donc je suppose que la fonction f, elle est définie sur la variété, elle vaut ce qu'elle vaut en chaque point. Si en plus, pendant que je me déplace, la fonction dont je parle elle-même se déplace, enfin change, du coup, il faut que je prenne en compte le fait que la fonction a changé. Donc il y aurait un df sur dt si vous voulez recoller. Mais, ouais. Vu que v gamma de p de f, on l'a identifié à df sur dt, est-ce que ça veut dire que la vitesse, enfin, l'application vitesse, on peut l'identifier à d sur dt ou d sur d lambda de façon plus générale? Non, parce que... non, le d sur d, le sur dt, il est là, ou d sur d lambda, il est là.
Et ça, c'est la dérivée quand vous... C'est la dérivée directe. L'aspect direction, il est là. Enfin, là. Reposez la question, voilà. Parce que je suis pas... Parce que, enfin, moi, je me dis juste qu'on voit df sur dt est similaire à v de gamma au point p appliqué à f. Donc les deux applications d sur dt et v se ressemblent beaucoup. Donc non, en fait, ça c'est la dérivée directionnelle de la fonction f quand on se déplace à la vitesse v dans une certaine direction. En fait, vous pourriez mettre un lambda le long de la courbe, c'est pareil aussi. Enfin, vous voyez. Donc, oui, la vitesse, c'est une opération de dérivation. Oui, oui. On pourrait dire que c'est un d sur d lambda ou quelque chose comme ça. Oui, ok. Je vous rappelle la définition. C'est f rond gamma prime. Et ce prime, c'est un d sur d lambda. Oui, c'est effectivement, c'est d sur... Oui, c'est ça. C'est d sur d lambda, mais pas de f. F ne dépend pas de lambda. C'est gamma qui dépend de lambda. Donc c'est un d sur d lambda de f rond gamma. C'est la définition qu'on a donnée. Et vous voyez qu'elle est... On s'y retrouve au bout du compte. On a introduit la seule chose qu'on pouvait introduire, parce qu'il n'y a pas de vecteur d'espace qu'on peut faire varier, qu'on refait tendre vers 0, etc. Donc voilà, on ne peut pas définir une dérivée de la position, ça n'a aucun sens. Mais on a réussi, avec les ingrédients qu'on avait, à définir, c'est-à-dire juste une structure différentielle, à définir une vitesse d'une façon qui traduit... Alors, ce n'est pas étonnant qu'on retombe sur nos pieds, parce qu'on a eu l'intuition de définir la vitesse comme ça, parce que c'est ça qui donne une notion de direction et de à quelle vitesse on va dans une certaine direction. Une direction, c'est... choisir une direction... se déplacer dans une direction donnée, c'est faire varier toutes les fonctions qui dépendent du point d'une certaine façon particulière. Voilà. Si je vais par là... la fonction température, la fonction densité, des fonctions... n'importe quelle fonction, si je vais par là, elle change d'une certaine façon. Si je vais ailleurs, elle va changer d'une autre façon. Donc effectivement, encodé dans la façon dont les fonctions varient, il y a une notion de direction. Et c'est ça qu'on a récupéré. Et on est content de voir que ça fonctionne, quoi. Et on se retrouve avec un espace vectoriel, un espace vectoriel de dimension n au sens algébrique, au sens des directions. Et pas au sens des nombres de coordonnées. Il se trouve que c'est le même, et on est aussi content de ça. Mais, ouais. Je disais ça parce que j'ai l'impression dans certains livres, on voit écrit, peut-être de manière un peu abusive, que la vitesse en tant qu'application, c'est égal à d sur d lambda, et ensuite on dit c'est d lambda sur dx fois d rond sur d rond x. Comme on fait, utilise la règle de la chaîne, et on le prend de cette façon. On a d sur d lambda égale dx sur d lambda. Oui, mais c'est toujours le truc, c'est que ce x, ça revient à ça, c'est ce que je dis là, mais si vous voulez, mais encore une fois, le truc, c'est que une vitesse, ça prend une fonction, ça donne un nombre, et là, le truc, c'est que écrire ça, ça n'a pas de sens puisque f ne dépend pas de lambda, f dépend du point. Et donc il faut insérer une fonction de lambda qui donne un point entre, et c'est justement la courbe. C'est en ce sens-là que c'est la vitesse de la courbe en question. Mais oui, c'est ça, c'est toujours ça. Oui. Ok. Bon, c'est bien. C'est quand même pas mal. Alors, je vais faire cette petite annexe que je vais essayer de faire aussi courte que possible. On ne va pas finir cette fois-ci, mais on va faire le maximum sur l'algèbre multilinéaire.